Commençons cette discussion par un regard sur le deltoïde de la hanche qui comprend en fait la bande iliotibiale, cette bande qui participe à la conservation d'énergie, et les deux principaux muscles qui s'y rattachent, les fibres du grand fessier et les fibres du tenseur fasciae lata. Ces deux muscles forment un couple qui, quand il est équilibré, maintient la bande iliotibiale en place au-dessus du grand trochanter. De cette façon, quand un transfert de poids sur cette jambe, donc quand il y a une mise en charge d'un côté, comme ça se produit dans la phase d'appui de la marche, la bande iliotibiale est utilisée pour économiser énormément d'énergie en gardant la hanche et le tronc stabilisés pendant l'appui sur une jambe. Les fibres les plus épaisses de la bande iliotibiale demeurent idéalement au-dessus du grand trochanter. Donc, l'application des principes connus de l'adaptation physiologique des tissus mous à l'utilisation de la position assise de façon courante en W prolongée avec les jambes en rotation latérale pourrait entraîner les changements suivants. Donc, le tenseur du fascia lata qui se raccourcit, les muscles iliopsoas et rectus fémoral proximal pourraient se raccourcir également. Les fibres de la bande iliotibiale centrale, donc les plus fortes et les plus épaisses, pourraient migrer vers l'avant du grand trochanter. Les fibres inférieures du muscle grand fessier pourraient s'allonger. Le sartorius pourrait s'allonger également. Les ischio-jambiers distaux pourraient se raccourcir en latéral plus qu'en médial. Le blocage positionnel qui se produit dans le WARL et la stabilité mécanique que procure cette position-là réduit la nécessité et la probabilité des transferts de poids latéraux du corps qui impliquent le torse et les hanches. Donc, les possibilités de renforcement des muscles du tronc et des hanches latérales et postérieures sont perdues ou définitivement diminuées. Il y a une différence dont les enfants passent de la position assise en WARL et de la position assise en anneau vers d'autres positions. Donc, les transitions à partir de la position W vers le quadrupède ou la position à genoux semblent écarter l'utilisation des muscles fessiers au profit des extenseurs lombaires et du psoas, du grand adducteur bilatéral qui est en fait un rotateur médial, et du rectus fémoris et des ischio-jambiers proximaux médiaux. Une étude EMG serait vraiment utile pour examiner en profondeur ces différences dans les transitions entre la position assise en anneau et la position WARL vers d'autres postures. Prenons les déséquilibres musculaires qu'on a identifiés dans la position assise en W et déplaçons-les vers la position debout. On peut voir ici que dans ces déséquilibres-là, il y aurait probablement une inclinaison pelvienne qui serait vers une bascule antérieure. Donc, dans cette position-là, les extenseurs lombaires seraient raccourcis, les abdominaux allongés. Les fléchisseurs de la hanche seraient raccourcis, les extenseurs de hanche, les fessiers en particulier seraient allongés. On sait que les muscles longs et ou courts sont généralement plus faibles que les muscles qui sont considérés de longueur normale. En position debout, avec une torsion fémorale médiale accrue, l'axe transcondylien au niveau du fémur distal s'alignerait en rotation médiale. Or, avec cette rotation médiale, on a un déplacement antérieur de l'épicondyle latéral du fémur. La bande iliotibiale s'attache de la crête iliaque au tibia antérieur et passe par-dessus le condyle latéral du fémur. Avec le fémur distal en rotation médiale et le condyle latéral qui est déplacé vers l'avant, les fibres les plus fortes et les plus épaisses de la bande iliotibiale vont se déplacer également vers l'avant. C'est aussi ce qui se passe dans la position assise en W. Avec l'adaptation physiologique au fil du temps, on verrait les fibres du grand fessier s'allonger, les fibres du tenseur du fascia lata se raccourcir, tandis que la bande iliotibiale migrerait vers l'avant.
Donc, quand on examine le produit de tous les changements qui ont été énumérés précédemment, on constate que l'inclinaison pelvienne va vraiment augmenter. Et on va observer ça particulièrement chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. L'inclinaison pelvienne normale, là, 15 degrés, c'est pas mal la valeur la plus élevée qu'on voudrait voir chez un enfant de maternelle. Mais avec la migration antérieure de la bande iliotibiale, le grand trochanter peut en fait sortir derrière la bandelette, ce qui fait en sorte que la hanche perd de la stabilité. Et avec cette perte de la couverture du grand trochanter par les bandes les plus épaisses de la bandelette iliotibiale, on pourrait voir le bassin s'élever au fur et à mesure que la jambe est mise en charge. La démarche ressemblerait à un Trendelenburg, évoluant avec un excès d'obliquité pelvienne dans le plan latéral ou frontal du bassin, avec la perte de stabilité du grand trochanter. Puis avec ça, bien sûr, dans le temps, on observerait un allongement du grand fessier.